Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, l'Algérie n'autorisera aucune participation à des opérations militaires en dehors de ses frontières. Deuxième jour de raid saoudien au Yémen, 39 morts. Appel de l'ONU à la communauté internationale à faire de Gaza une priorité. Le président du Conseil des États de la Confédération suisse, Claude Hesch, a entamé vendredi une visite de 4 jours en Algérie à l'invitation du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par M. Ben Salah. M. Hesch aura au cours de sa visite plusieurs entretiens avec des responsables d'instances et d'institutions de l'État algérien en vue de renforcer les relations algéro-suisses, notamment parlementaires. Géopolitique. L'Algérie n'autorisera aucune participation de ses troupes armées à des opérations militaires en dehors de ses frontières, a réaffirmé jeudi à Sharm el-Sheikh le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra. Nous prenons acte de la proposition soumise par le président Abdel Fattah Sisi concernant de telles initiatives au service de l'action arabe commune et de la sécurité dans les pays arabes. De même que nous estimons nécessaire de tirer les bons enseignements à partir des précédentes expériences, a indiqué M. Lamamra à la presse en réponse à une question sur la position de l'Algérie quant à la création d'une force arabe commune. Le chef de la diplomatie algérienne qui intervenait à l'issue de son entretien avec son homologue omanais, Youssef Ben Aloui, en marge de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, a évoqué l'expérience africaine avérée qui pourrait servir de référence dans tout examen des fondements et de la sécurité collective. Des mesures préventives doivent également être prises dans chaque pays à part, afin de pouvoir construire en son sein une société tolérante et complémentaire où règne justice sociale et bonne gouvernance, a ajouté M. Lamamra. Si ces éléments venaient à manquer, et dans le cas où les moyens susceptibles de permettre l'aboutissement à une solution feraient défaut, nous devrions penser à exploiter au mieux les moyens prévus par les chartes de la Ligue arabe et de l'ONU, tel le déploiement des forces de maintien de l'ordre. L'Algérie n'autorisera aucune participation de ses troupes armées à des opérations militaires en dehors de ses frontières, mais pourrait toutefois apporter un soutien logistique au-delà de ses frontières sans pour autant impliquer ses troupes armées, a conclu le ministre. Rappelons que l'Arabie saoudite avait lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une agression militaire flagrante contre le Yémen, impliquant plus de 10 pays pour défendre son allié, le président yéménite Abdrabou Mansour Hadi. Les raids saoudiens nocturnes ont fait plus de 30 morts et des dizaines de blessés, tous des civils selon un premier bilan provisoire. L'intervention militaire lancée par l'Arabie saoudite vise à défendre le gouvernement légitime du Yémen et à empêcher le mouvement radical Houthi de prendre le contrôle du pays, a prétendu l'ambassadeur saoudien aux États-Unis, Adel Al-Jubair, lors d'une conférence de presse. Côté éducation, la ministre du secteur Nouria Ben Rabrit a affirmé jeudi que les examens du baccalauréat se dérouleront à la date fixée et toucheront les cours dispensés et non le programme. Le ministère maintient la date fixée pour le déroulement des examens du bac, soit du 7 au 11 juin prochain, a déclaré Mme Ben Rabrit lors d'un point de presse en marge de la conférence nationale sur l'intégration des technologies de la communication et de l'information dans le secteur. Concernant le seuil auquel ont appelé les élèves de classe de terminale, elle a réitéré sa position à ce sujet, qualifiant cette requête d'illogique, car il est impossible, a-t-elle dit, de supprimer tout ce que nous voulons du programme scolaire. Elle a rappelé que le taux d'avancement du programme durant les 2 premiers trimestres, jusqu'à la date du 16 février dernier, était de 75% contre 50% les années précédentes. À cette occasion, Mme Ben Rabrit a appelé tout un chacun à redoubler d'efforts, estimant que le taux d'application des programmes atteindra les 100%, d'autant que les cours se poursuivront durant les mois d'avril et mai prochains. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, l'armée nationale populaire a appréhendé 7 contrebandiers et 5 immigrants clandestins à Tamanrasset et 2 contrebandiers à Ouargla. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Tamanrasset, 6e région militaire, a appréhendé hier, 26 mars 2015, 7 contrebandiers et a saisi un véhicule tout-terrain, une motocyclette, 19 détecteurs de métaux et 2 téléphones portables. De même, des éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tamanrasset ont arrêté lors d'un barrage dressé à la sortie de la ville 5 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines et ont saisi un véhicule tout-terrain, précise la même source. Par ailleurs, un détachement des forces combinées relevant du secteur opérationnel d'Ouargla, 4e région militaire, a arrêté 2 contrebandiers et a saisi une camionnette, 400 paquets de cigarettes, 562 grammes d'or et 1786 unités de boissons alcoolisées, a-t-on ajouté.
Sur le plan international au Yémen, les raids aériens contre les Houthis se sont étendus à plusieurs régions du pays ce vendredi, au second jour de l'opération militaire menée par l'Arabie Saoudite, qui cherche à stopper l'influence de l'Iran, son rival régional à ses frontières. Pour la deuxième nuit consécutive, des avions de combat d'une coalition de plusieurs pays arabes ont bombardé des positions militaires tenues par les Houthis qui voulaient prendre le pouvoir au Yémen. Plusieurs pays occidentaux, en tête desquels les États-Unis, ainsi que la plupart des pays arabes ont serré les rangs derrière l'Arabie Saoudite et réaffirmé leur soutien au président yéménite Abdrabbuh Mansour Hadi. De nouvelles frappes de la coalition ont visé des positions des Houthis dans la région d'Arhab, au nord de Sanaa, faisant 12 morts parmi les civils, selon des responsables du ministère de la Santé contrôlé par les Houthis. Depuis le début de l'opération Tempête décisive, 39 civils au total ont péri dans ces frappes aériennes de la coalition qui ont été qualifiées de succès par un porte-parole de la coalition à Riyad. Ces frappes se prolongeront jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, a-t-il ajouté en écartant une offensive terrestre dans l'immédiat. Pour sa part, l'Iran, par la voix de son président Hassan Rouhani, a mis en garde contre une propagation du conflit en dénonçant une agression militaire. L'implication iranienne au Yémen est ouvertement dénoncée par le royaume saoudien sunnite, alors que Téhéran n'a jamais confirmé aider les Houthis. En pleine négociation sur le nucléaire avec Téhéran, les États-Unis ont exprimé leur appui et annoncé un soutien logistique et de renseignement avec notamment des avions ravitailleurs et des avions radars AWACS. La Maison-Blanche s'est déclarée elle aussi inquiète des activités iraniennes au Yémen, parlant d'informations sur le transfert d'armes iraniennes dans ce pays. Au Moyen-Orient, le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix dans cette région du monde, Robert Serry, a appelé jeudi la communauté internationale à faire de Gaza une priorité et à continuer les efforts de paix pour une solution à deux États souhaitée depuis longtemps. L'agression militaire israélienne de 50 jours à Gaza l'été 2014, qui avait provoqué la mort de 2200 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, faisait partie d'une troisième escalade des hostilités des forces d'occupation en 7 ans. À l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité sur le conflit israélo-palestinien, M. Serry, coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, a affirmé que faire de Gaza une priorité signifie reconnaître que nous ne pouvons pas espérer recoller les morceaux de la stratégie de paix israélo-palestinienne tout en laissant Gaza comme elle est. Cela veut dire qu'il faut réparer Gaza ou au moins la stabiliser afin que nous ne reconstruisions pas pour la troisième fois pour l'avoir détruite de nouveau et afin que cela ne stoppe pas les efforts de paix qui visent à arriver à une vision à deux États souhaitée depuis longtemps. Israël vivant en paix et en sécurité aux côtés d'un seul État de Palestine unifié, a-t-il ajouté. Tous les points de passage de Gaza doivent être davantage ouverts pour permettre le libre mouvement de gens et de biens. L'émissaire des Nations Unies considère que la poursuite de la colonisation des territoires palestiniens pourrait tuer tout espoir de faire la paix sur la base d'une solution négociée à deux États. D'autant plus que les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de la campagne électorale des législatives qu'il n'y aura pas d'État palestinien soulèvent de sérieux doutes sur l'engagement d'Israël en faveur de la solution à deux États. M. Serry a plaidé devant les membres du Conseil de sécurité est-ce que la communauté internationale doit être prête à aider pleinement le gouvernement palestinien de consensus national, politiquement et financièrement. La France va relancer les efforts pour faire voter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution fixant les grandes lignes d'un règlement au Proche-Orient entre Israël et les Palestiniens, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Par contre, l'Union européenne a maintenu vendredi le Hamas sur sa liste des organisations terroristes après avoir fait appel d'une décision de justice l'obligeant à en retirer le mouvement palestinien. Enfin, Israël a décidé de débloquer le versement des taxes qu'il prélève pour le compte de l'autorité palestinienne et qu'il avait cessé de lui reverser début 2015 en représailles à l'adhésion palestinienne à la Cour pénale internationale, a indiqué vendredi un communiqué officiel israélien. Toujours au Moyen-Orient, le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé la politique iranienne lors d'une conférence de presse en déclarant que l'Iran doit changer de mentalité et que la volonté iranienne de dominer la région est intolérable. L'Iran doit changer de mentalité. Les agissements de Téhéran dans la région dépassent les limites de la patience. Ces activités ont provoqué un malaise aussi bien chez les Saoudiens que dans les pays du Golfe, a continué le président turc. Auparavant, M. Erdogan avait indiqué que son pays pourrait songer à fournir une aide logistique à l'Arabie Saoudite dans son action militaire au Yémen, sans préciser la nature exacte de cette assistance.
L'opération baptisée Tempête décisive a été déclenchée dans la nuit par des frappes saoudiennes sur différentes positions des Houthis, miliciens chiites qui ont pris le contrôle de plusieurs grandes villes ces derniers mois et qui menaçaient de prendre la grande ville du sud, Aden. L'Iran, qui dément soutenir les Houthis, a estimé que cette agression ne donnera aucun résultat. Sur le sujet du nucléaire iranien, le président Hassan Rouhani a lancé une offensive diplomatique exceptionnelle auprès des dirigeants des grandes puissances pour pousser un accord sur le nucléaire, alors que des discussions doivent se poursuivre vendredi à Lausanne en vue d'arracher un compromis avant mardi. Les négociations sur le nucléaire iranien, relancées il y a plus d'une année, doivent aboutir avant la fin du mois à un accord politique ou au minimum une entente avant un accord final englobant tous les aspects techniques d'ici le 30 juin. Le président iranien Hassan Rouhani a mis tout son poids dans la balance à J-5 de la date du 31 mars, fixée par les négociateurs pour aboutir au minimum à un accord de principe sur le nucléaire iranien. Il a appelé un par un ses homologues français, russes, chinois et le Premier ministre britannique. Il a également envoyé des lettres aux dirigeants de tous les pays du groupe 5+1 pour évoquer les négociations nucléaires. Il a rappelé que l'annulation totale des sanctions internationales qui asphyxient l'économie iranienne est le principal élément des négociations pour avancer vers un règlement définitif. Dans l'ensemble, je suis optimiste, a déclaré le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi, mettant toutefois en garde contre l'activisme des adversaires d'un accord. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Philippe Hammond, se rendra ce week-end à Lausanne, en Suisse, où ont repris les négociations. Les pourparlers ont repris dans un contexte régional extrêmement tendu, avec l'intervention militaire dans la nuit d'une coalition conduite par l'Arabie saoudite contre les rebelles Houthis au Yémen. Intervention condamnée par Téhéran et soutenue par les Américains qui ont exprimé leur inquiétude concernant les activités iraniennes au Yémen. Au Nigeria, l'élection présidentielle dont l'issue est très incertaine se tient ce samedi 28 mars. Elle oppose deux principaux candidats, Muhammadu Buhari, ancien général, et le président sortant très critiqué, Goodluck Jonathan. Pour la première fois depuis le retour de la démocratie en 1999, le président sortant n'est pas donné comme favori. Un chrétien du Sud contre un musulman du Nord. Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle s'affronteront au premier tour qui aura lieu ce samedi 28 mars au Nigeria. La bataille entre Goodluck Jonathan, candidat du Parti démocratique populaire, et Muhammadu Buhari du Congrès progressiste s'annonce la plus serrée depuis l'indépendance du pays en 1960. Goodluck Jonathan, 57 ans, est président du Nigeria depuis mai 2010. Mais il est très critiqué au sein de la population nigériane pour n'avoir pas pu stopper l'avancée de Boko Haram, même si depuis plusieurs semaines, il clame que la fin du groupe est proche. Le terrorisme ne cesse de perpétrer des attentats dans le nord-est du pays et gagne du territoire. C'est d'ailleurs dans ce contexte de passivité du gouvernement nigérian que les troupes armées du Niger, du Cameroun et du Tchad ont décidé d'intervenir pour lutter contre Boko Haram. L'actuel président fait également l'objet de critiques pour avoir laissé la corruption gangréner le pays, notamment avec un scandale de plusieurs milliards de dollars au sein de la compagnie pétrolière nationale. Concernant son rival à l'élection présidentielle, c'est la 4e fois que Muhammadu Buhari, cet ancien général de 72 ans, se présente à l'élection présidentielle nigériane. Quand il dirigeait le Nigeria d'une main de fer dans les années 80, il s'était forgé une image d'incorruptible. Aujourd'hui encore, il fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne. Dans la première puissance pétrolière d'Afrique, gangrénée par les détournements d'argent, le sujet est sensible. C'est donc sur ce thème clé que Buhari peut faire la différence avec Jonathan. Buhari est considéré comme le président naturel par la population du Nord. Et s'il peut compter sur le soutien des Nigérians du Nord, encore faudrait-il que ceux-ci puissent aller voter malgré le chaos qui règne dans cette partie du pays. Selon des experts, des violences risquent notamment d'éclater dans le Nord majoritairement musulman si l'ex-général, l'enfant du pays, perd. Et surtout, si des doutes persistent sur la transparence du scrutin. A l'inverse, si Buhari remporte le scrutin, des rebelles armés du delta du Niger au sud, d'où Goodluck Jonathan est originaire, ont menacé de semer le trouble dans cette région riche en ressources pétrolières. Lors de la dernière présidentielle en 2011, près d'1 millier de personnes ont été tuées après l'annonce de la victoire du président actuel Goodluck Jonathan. À cette époque-là, Muhammadu Buhari était déjà son adversaire. Un nouveau duel se profile donc pour ce prochain scrutin qui compte 14 candidats, dont une femme, Remi Sonaya. Le copilote de la Germanwings, soupçonné d'avoir provoqué délibérément la chute de l'Airbus A320 dans les Alpes françaises, a caché qu'il faisait l'objet d'un arrêt maladie le jour de l'accident, a révélé ce vendredi l'enquête.
L'enquête dirigée par les autorités françaises s'est étendue jeudi à l'Allemagne après les révélations sur un acte volontaire présumé à l'origine de la catastrophe. En effet, les enquêteurs français avaient annoncé jeudi que le crash de l'avion avait sans doute été provoqué intentionnellement par le copilote de l'appareil, tandis que le pilote avait été empêché de regagner le cockpit après s'être absenté quelques minutes. Le copilote a caché qu'il faisait l'objet d'un arrêt de maladie le jour de l'accident, a révélé l'enquête en Allemagne vendredi, alors que des troubles psychiatriques semblent l'hypothèse privilégiée. Suite aux révélations sur les circonstances de l'accident, les compagnies aériennes allemandes ont décidé d'adopter la règle de 2 personnes en permanence dans le cockpit de leurs avions, a annoncé vendredi la Fédération allemande du secteur aérien. Santé. 2 vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, objet d'un essai clinique de phase 2 au Libéria avec plusieurs centaines de personnes, paraît être sans risque, a indiqué l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses. Ces résultats confirment 2 essais cliniques avec 20 personnes chacun menés précédemment aux États-Unis. Ces 2 vaccins sont développés par le laboratoire britannique GlaxoSmithKline avec l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses et par l'Agence de la santé publique du Canada. L'essai se poursuit en augmentant le nombre des participants qui devrait atteindre environ 1500. Cette phase vise à déterminer l'efficacité des vaccins. Il y aura ensuite une période de suivi d'au moins 1 an pour déterminer la durée de la réponse immunitaire. Un autre essai clinique de phase 3 a commencé en Guinée début mars avec le vaccin de GlaxoSmithKline. Aucun traitement ou vaccin autorisé contre Ebola n'existe à ce jour et selon les scientifiques, on ignore encore quel est le niveau de réponse immunitaire nécessaire pour protéger les humains contre Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a donné le feu vert pour accélérer les essais cliniques. Les Sierra-Léonais seront confinés de ce vendredi à dimanche, mesure radicale décrétée pour la 2e fois en 6 mois, afin de maîtriser une recrudescence localisée des cas d'Ebola dans le pays qui fait craindre un recul dans la lutte contre l'épidémie. L'épidémie, partie en 2013 du sud de la Guinée, avant de se propager au Libéria et à la Sierra Leone, a fait au total plus de 10 300 morts identifiés pour quelques 25 000 cas, à plus de 99% dans ces 3 pays d'après l'OMS. Le Fonds monétaire international a annoncé jeudi avoir achevé son plan d'allègement de dette d'environ 100 millions de dollars en faveur des 3 pays les plus durement touchés par Ebola, Sierra Leone, Guinée et Libéria. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numedia News.